Dans cette formation Excel, nous allons aborder l'essentiel des techniques qui permettent de réaliser des calculs sur des heures et des dates au travers d'un classeur qui est proposé au téléchargement sur le site bombage.fr, constitué de nombreuses feuilles. Avec la première des feuilles, nous verrons comment il est possible d'extraire le mois en toutes lettres à partir d'une date saisie au format date, comme présenté dans la première colonne de cette feuille. Une feuille qui nous permettra de convertir une date en nombre, c'est-à-dire en une suite logique des chiffres qui composent la date. Une feuille qui nous permettra de calculer la différence entre deux dates en années, soit par exemple pour connaître l'âge d'une personne ou encore son ancienneté dans l'entreprise afin de pouvoir attribuer des primes. Une feuille qui nous permettra de gérer les plannings pour pouvoir calculer la somme des heures de travail pour les salariés par semaine, le but étant à l'issue de pouvoir comptabiliser les heures supplémentaires à payer. Une feuille qui nous permettra d'attribuer selon des règles différentes des dates limites de paiement, selon une date d'émission de facture avec des règles qui diffèrent, et nous verrons quelles sont les fonctions que propose Excel pour réaliser ces calculs. Une feuille qui nous permettra de réaliser la différence entre deux dates en nombre de jours ouvrés et en nombre de jours ouvrables. Et enfin, une dernière feuille qui nous permettra de calculer la durée de travail de salariés d'une entreprise dans deux contextes différents, les heures de jour et les heures de nuit, et la subtilité est importante au niveau de la différence de calcul. Commençons donc par la première feuille. Dans la colonne C, ici, nous souhaitons afficher le mois de la date en colonne A, saisie au format date, en toutes lettres. Nous avions déjà utilisé cette feuille dans une autre formation pour extraire le mois de la date en toutes lettres en fonction du numéro de date retourné par la fonction mois, 1 pour janvier, 2 pour février, et faire une recherche V dans le tableau qui était prédisposé par défaut en colonne J et K pour faire correspondre le mois en toutes lettres en fonction du chiffre proposé dans la première colonne. Nous allons voir qu'il existe des techniques plus simples ici. Par exemple, nous pourrions juste faire la correspondance entre la cellule du mois et la cellule de la première date saisie dans la première colonne, égale à 6. Comme nous avons tout sélectionné, le fait de valider par CTRL-Entrée permet de répliquer le calcul sur toute la colonne. Par défaut, bien entendu, étant donné qu'il s'agit d'une égalité, nous obtenons exactement la même date dans le même format date. Question d'affichage, question de format, nous pourrons donc aller personnaliser ce format par le biais de la liste déroulante du ruban accueil, en choisissant autre format numérique. Par exemple, il existe d'autres méthodes, et dans la boîte de dialogue format de cellule qui apparaît, nous choisissons personnaliser, et vous voyez que par défaut nous sommes bien sur un format date, JJ/MM/4A, c'est-à-dire 2 chiffres pour les jours, 2 chiffres pour les mois et 4 chiffres pour les années, l'aperçu étant donné dans la zone exemple ici. Ce que nous souhaitons, nous, c'est ne conserver que l'affichage du mois, donc nous allons enlever toutes les informations concernant les jours et les années, et nous allons augmenter la précision pour le format du mois, et vous voyez qu'en ajoutant 4 M d'affilée, il ne s'agit plus de l'affichage du numéro de mois, mais du mois en toutes lettres. Lorsque nous validons, nous obtenons bien le résultat escompté, à savoir les mois d'une date écrit en texte. En réalité, il faut bien savoir qu'il s'agit seulement d'un affichage, puisqu'il s'agit d'un format. Ça veut dire qu'Excel continue toujours de considérer la date d'origine, 17/01/2017, mais n'affiche que janvier. Les filtres automatiques, d'ailleurs, nous le confirmeraient. Si nous devions enclencher un tri sur la colonne, il nous reproposerait pour cette colonne exactement toutes les dates précisément tapées dans la première colonne. Si nous souhaitons réellement convertir l'ensemble de ces données en texte pour obtenir à l'issue seulement le mois, nous pouvons utiliser une fonction qui est la fonction texte, qui par défaut permet de convertir un nombre en texte. Donc nous aurons bien en résultat le mois en texte. Elle s'utilise comme ceci, égale le nom de la fonction qui s'appelle texte, et lorsque nous ouvrons la parenthèse, vous constatez que cette fonction texte nous demande 2 arguments. Tout d'abord, la valeur à convertir en texte et le format de sortie, ou plutôt l'unité. Nous allons ici lui indiquer que nous souhaitons convertir la date en la cliquant, point virgule, sous quel format de sortie nous souhaitons l'obtenir. Nous souhaitons l'obtenir au format
des mois en texte. Donc, comme dans la zone de format personnalisé précédemment, nous allons indiquer la précision que nous souhaitons en retour. Et lorsque nous validons par contrôle-entrée pour le répliquer sur l'ensemble de la colonne, vous remarquez que nous obtenons en effet l'ensemble des mois transcrits en texte à partir d'une date. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'un affichage, mais réellement du résultat. Et vous remarquez d'ailleurs que l'alignement, du coup, est calé à gauche puisqu'il s'agit d'une cellule de texte cette fois-ci. C'est une technique d'ailleurs qui nous permettrait de recomposer une date avec la plus grande précision. Illustration, si nous nous plaçons dans une cellule vide, nous pourrions très bien demander d'obtenir la précision sur les jours à partir d'une date égale texte de cette date-là. Selon quel format, point virgule, nous souhaiterions le jour en texte, donc nous indiquons 4J, suivi du jour en nombre, donc nous indiquons 2J après un espace, que nous allons concaténer, par exemple, avec un espace pour séparer les jours des mois, que nous concaténons avec les mois, le mois plutôt en texte, donc nous concaténons au résultat d'une nouvelle fonction de texte appliquée sur la même date, point virgule, nous souhaitons le mois en texte, donc nous demandons la précision complète avec 4M, nous fermons les guillemets la parenthèse que nous concaténons avec un espace pour pouvoir séparer les mois de l'année, que nous concaténons avec le résultat sur l'année extraite de cette date en lui indiquant le format de sortie pour les années, la précision complète, les 4 A pour année. Lorsque nous validons, vous voyez que nous obtenons non pas 17-01-2017, mais mardi 17 janvier 2017, c'est-à-dire une plus grande précision, un résultat qui est converti, qui est textuel. C'est le résultat brut de la cellule, contrairement au format que nous avions obtenu juste auparavant. Donc, nous retenons dans un premier temps que la fonction texte d'Excel permet de convertir une donnée numérique en texte. En l'occurrence, dans le cas d'une date associée à un format, nous permet d'extraire le mois d'une date en texte ou bien même le jour d'une date en texte pour savoir quel est le jour de la semaine, par exemple. Dans cette deuxième feuille date en nombre, nous souhaitons convertir toutes les dates d'embauche en une suite logique des numéros 01, 04, 2001. Donc, restituer une valeur numérique dans cette colonne. On a la possibilité d'utiliser les fonctions jour, mois et année qui permettent de retourner respectivement le numéro correspondant au jour d'une date, le numéro du mois et le numéro de l'année et de concaténer l'ensemble. Nous allons voir que ça fonctionne très bien. Je veux le jour de cette date. Vous voyez que la fonction jour, donc on a déjà abordé dans une autre formation, va permettre de retourner juste le 01 que nous associons avec le caractère de concaténation au mois de la date qui va permettre de retourner le numéro 4, le nombre 4 pour le mois d'avril que nous concaténons lui-même à l'année grâce à la fonction année et donc de la cellule E6. Lorsque nous validons l'ensemble et que nous répliquons avec contrôle entrée sur l'ensemble de la plage, il semblerait en effet que nous obtenions bien une suite logique de tous les nombres et chiffres qui composent cette date, sauf que vous remarquez que comme ces fonctions jour, mois et année retournent des valeurs numériques, les zéros en préfixe sont volontairement omis. Le 01 ici n'apparaît pas, le 0 du 04 n'apparaît pas, et donc notre conversion en données brutes de suite de chiffres ne marche pas tout à fait. Eh bien, comme précédemment, nous pourrions encore une fois, utiliser tout simplement la fonction texte en concaténant le résultat de l'extraction sur les jours convertis en texte, sur les mois convertis en texte, mais cette fois-ci en données numériques. Pour ce faire, nous reprenons le calcul égale texte. Cette fonction de conversion de valeurs numériques ou de valeurs de type date au format texte nous demande quelle est la valeur à convertir en premier argument, point virgule, quel est le format de sortie. Cette fois-ci, nous souhaitons bien conserver les deux chiffres, donc nous n'allons pas augmenter la précision du J jusqu'à obtenir le texte. 2J suffiront pour indiquer à Excel que nous souhaitons en retour seulement les deux chiffres pour le jour de la date, concaténés grâce, encore une fois, à la fonction texte à l'extraction des deux chiffres de la date, cette fois-ci pour le mois. Donc, E6, point virgule, précision du format de sortie, MM, que nous concaténons là encore avec une fonction texte qui va nous permettre de retourner
cette fois-ci, les 4 chiffres, mais de l'année. Donc, le format que nous lui demandons en deuxième paramètre, avec 4A. Nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse, et lorsque nous validons, vous constatez que cette fois-ci, la conversion en nombre, en suite logique de tous les chiffres qui composent la date, a bien fonctionné grâce à la concaténation de la fonction texte en 3 phases. La première pour extraire les 2 chiffres du jour de la date, puis les 2 chiffres du mois de la date, puis les 4 chiffres de l'année de la date. Donc, encore une fois, cette fameuse et précieuse fonction texte qui convertit le résultat en données textuelles. Passons maintenant à la troisième feuille, l'ancienneté. L'objectif ici, à l'issue bien entendu, est de pouvoir calculer l'ancienneté d'un salarié entre la date du jour et sa date d'embauche définitive. Nous allons voir qu'il y a des fonctions très utiles d'Excel et qui ne sont pas forcément faciles à trouver dans les manuels. Nous allons commencer par inscrire une date du jour dynamique dans la cellule C17 par exemple, arbitrairement. La date du jour dynamique, c'est-à-dire dont la date évolue en fonction des calendriers. Cette fonction Excel est la fonction aujourd'hui sans apostrophe, en version française, puisque en américain il s'agirait de today, avec parenthèse ouvrante et fermante, car c'est une fonction qui ne demande aucun argument, qui se calcule tout seul, pour afficher en effet la date du jour. Nous sommes bien le 27/02/2017. Lorsque nous rouvrirons ce classeur demain, elle affichera le 28/02/2017. Donc il s'agit bien d'une fonction dynamique. Nous pourrions d'ailleurs indiquer ici la précision, à savoir qu'il s'agit de l'information sur la date du jour. Nous pourrions aussi faire un petit format et réajuster la largeur des colonnes. L'objectif est que l'ancienneté calculée pour chacun des salariés se mette à jour automatiquement en fonction de cette date du jour. Mais dans un premier temps, ce tableau nous propose de calculer une date d'embauche définitive du salarié en fonction de sa date d'embauche, prenant en considération une période d'essai de 2 mois. Cela signifie que la date que nous devons calculer ici, et nous devons l'afficher au format date, doit être incrémentée de 2 mois. Nous pourrions constater que si nous prenons la date de départ et que nous lui ajoutons 2, le calcul fonctionne très bien, sauf que les 2 unités qui sont ajoutées par défaut sur un calcul de date, donc pour une addition, d'ailleurs comme pour une soustraction, se fait en nombre de jours. Du 1,04 plus 2, nous passons au 0,304. Or nous souhaitons ajouter 2 mois. Eh bien, il s'agit d'utiliser une fonction Excel qui permet de décomposer une date sur ses jours, son mois et son année, afin de pouvoir incrémenter la valeur des mois uniquement, indépendamment des autres. Cette fonction Excel est la fonction date, donc nous allons l'utiliser sur l'ensemble de la colonne. Nous initialisons le calcul comme toujours avec le symbole égal, nous tapons le nom de la fonction date, et lorsque nous ouvrons la parenthèse, vous remarquez que cette fonction, pour pouvoir recréer une date dans la cellule, demande la précision sur le numéro des années, des mois et des jours. Nous allons lui indiquer que les années pour la date que nous souhaitons créer sont les années grâce à la fonction année que nous avons utilisée précédemment, année de cette date précisément, à laquelle nous allons donc pouvoir ensuite ajouter point virgule la précision sur les mois, de manière à pouvoir extraire ou afficher les mois d'une date grâce, encore une fois, à la fonction mois qui, lorsqu'on lui passe en paramètre une date complète, permet d'extraire le numéro des mois. Et forcément, c'est ici que nous allons faire l'addition des 2 unités, mais comme cette addition des 2 unités se fait sur la partie des mois dans la fonction date, nous allons ajouter 2 mois et non 2 jours à la date finale. Point virgule, il nous reste donc à renseigner la précision sur les jours de la date que nous souhaitons obtenir en retour grâce à la fonction jour, jour de cette date, pour extraire les chiffres des jours de la date de départ. Lorsque nous validons et répercutons par contrôle-entrée, vous voyez que le résultat est tout à fait satisfaisant puisque nous avons bien incrémenté chacune des dates de 2 mois. Du 1er mars 2000, nous passons bien au 1er mai 2000. Donc, s'il s'agit maintenant de calculer l'ancienneté,
selon le même constat que précédemment, si nous faisons tout simplement la différence entre deux dates, ce que nous allons obtenir est la différence en nombre de jours, et très honnêtement, la différence en nombre de jours, ici, est parlante lorsqu'il s'agit de la différence entre une date d'embauche définitive et une date d'embauche avec les 2 mois d'essai. Lorsqu'en revanche, il s'agit de faire la différence entre la date d'embauche, plutôt on va dire entre la date actuelle, donc on est en 2017, et une date d'embauche qui est 16 ans antérieure, la différence que nous allons obtenir n'est pas du tout exploitable. 5750 jours, donc ce serait exactement la même chose en répercutant ce calcul. Bien sûr, une ancienneté, alors pour le répercuter, attention, de bien penser à figer la cellule de la date du jour, puisque forcément lorsque nous tirons la poignée vers le bas, ici nous ne l'avons pas fait avec contrôle entrée, eh bien il faut que tous les calculs soient répliqués en prenant en compte toujours cette même cellule, moins la cellule de la ligne du dessous. Et vous voyez que les résultats, bien sûr, ne sont pas exploitables. Donc, nous allons faire différemment, et pour cela, Excel propose une fonction qui permet de réaliser la différence entre deux dates et de préciser le format que nous souhaitons obtenir en retour. En l'occurrence, une ancienneté comme un âge se calcule en nombre d'années. Cette fonction, que vous aurez beaucoup de difficultés à trouver dans les manuels, s'appelle datediff. D'ailleurs, constatez que lorsque vous ouvrez la parenthèse, eh bien l'aide contextuelle est muette. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une fonction très spécifique, très particulière. Cette fonction demande à ce que on lui indique comme point de départ la date de départ, puis point virgule, la date d'arrivée, c'est-à-dire la date du jour pour effectuer la différence entre ces deux dates. Ensuite, il s'agit d'indiquer quel est le format de sortie souhaité, en l'occurrence ici Y pour year. Vous voyez que ce n'est même pas traduit, alors que jusqu'à maintenant dans les autres fonctions, nous utilisions A pour année. Et en l'occurrence ici, avec la fonction datediff, nous demandons à Excel d'effectuer la différence entre la date d'embauche définitive et la date du jour et de nous afficher le résultat en nombre d'années. Même remarque que tout à l'heure, comme ce résultat va être répliqué sur les autres cellules, sur les lignes du dessous, très bien, les dates d'embauche vont bien être cherchées sur les lignes du dessous, mais celle-ci ne doit pas bouger. Donc, nous la figeons par la touche F4 du clavier. Et lorsque nous validons et répercutons ce calcul, vous voyez que nous avons des données qui sont directement exploitables. En effet, la différence entre ces deux dates est bien de 15 ans, même un peu plus, parce que plus 15 ans, nous obtenons effectivement le 1er juin 2016. Nous n'avons pas encore atteint les 16 ans. Donc il y a en réalité plutôt 15 ans et 8 mois, mais pas encore 16 ans. Nous avons bien la différence en nombre d'années. Ce serait exactement la même remarque pour un âge. Tant que la date anniversaire n'est pas atteinte, eh bien on n'incrémente pas le nombre d'années dans la différence. En revanche, si nous souhaitions, grâce à cette fonction datediff, obtenir une différence tout à fait précise en nombre d'années, puis ajouter à cela le nombre de mois en plus, par exemple plus 8 mois, plus 15 jours, nous pourrions le faire. Mais sachez que si par exemple nous utilisons la fonction datediff comme nous l'avons fait, en lui indiquant la date de départ, puis en lui indiquant la date d'arrivée et en lui demandant comme format de sortie de nous livrer la différence en nombre de mois, M pour months, eh bien nous obtiendrions le nombre de mois total. Or nous souhaiterions par exemple afficher 15 ans, 8 mois et 6 jours. Il s'agit donc d'ajouter au nombre d'années calculées le nombre de mois en plus, considérant que le nombre d'années a déjà été calculé. Même chose pour les jours. Eh bien, nous ferions comme ça, date diff. Au début, c'est pareil. Quelle est la date de départ? Point virgule. Quelle est la date d'arrivée? Nous souhaitons la première extraction que nous allons concaténer avec la suite des résultats en nombre d'années. 15 ans, par exemple, et 8 mois. Donc, nous allons concaténer ça à un petit texte explicatif, après un espace en, et, pour dire par exemple 15 ans et derrière 8 mois. Ça, il faut le calculer. Donc, nous allons concaténer ce résultat à une nouvelle extraction faite, ou plutôt un calcul fait par la fonction datediff en nombre de mois entre la date de départ, point virgule, la date d'arrivée, oui, en nombre de mois, mais considérant que l'écart entre les années a déjà été calculé. Pour cela, nous allons tout simplement lui indiquer comme paramètre YM, c'est-à-dire la différence en mois, considérant que
le calcul, l'écart sur les années a déjà été calculé, que nous allons concaténer un petit texte explicatif. Par exemple, nous avions dit 15 ans et 8 mois, et nous pourrions ajouter et 6 jours. Donc, nous l'écrivons entre guillemets, que nous concaténons au résultat retourné par la fonction datediff pour calculer la différence entre une date de départ, point virgule, et une date d'arrivée en nombre de jours, considérant non seulement que la différence entre les années a déjà été calculée, sur les mois aussi, et qu'il nous faut rajouter la différence sur les jours. Donc nous allons écrire par exemple MD, month, day. Et lorsque nous validons, vous voyez que hormis la petite précision de concaténation qui manque à la fin et que je vais tout de suite rajouter pour indiquer qu'il s'agit de jours, nous obtenons comme résultat la différence exacte entre le 1er juin 2001 et le 27 février 2017, à savoir 15 ans et 8 mois et 26 jours. Là, on peut dire qu'on est tout à fait précis et tout à fait cohérent. Pour poursuivre les calculs de ce tableau, en général, dans une entreprise, on utilise l'ancienneté pour pouvoir calculer une prime. Ici, il s'agit de calculer une prime de 15% sur le salaire du salarié, de l'employé, si son ancienneté non seulement est supérieure à 15 ans, et en même temps que son salaire est inférieur à 1600 €. Donc nous devons utiliser une fonction si sur l'ensemble de cette colonne, et vérifier deux critères en même temps dans la zone de critères. La fonction si que nous avons déjà abordée dans les précédentes formations. Donc dans la partie du test logique ici, si, après avoir ouvert la parenthèse, nous utilisons la fonction et exclusive pour vérifier ensemble deux critères. Premièrement, est-ce que le salaire est bien inférieur à 1600 €, inférieur à 1600 puisque l'euro est un formatage, c'est-à-dire un affichage à l'écran. Est-ce que le salaire est inférieur à 1600, point virgule, et qu'en même temps, l'ancienneté est bien supérieure à 15 ans, donc supérieur à 15. Les deux critères doivent être vérifiés en même temps grâce à la fonction et, les arguments séparés par des points-virgules. Alors, à ce moment-là, que faisons-nous? Eh bien, comme nous l'avons dit, nous allons appliquer au salaire, dans le calcul, une prime de 15%. Nous le multiplions donc par 0,15. Dans le cas contraire, point virgule, nous ne calculons pas de prime, donc nous mettons deux guillemets pour inscrire dans la cellule un texte vide, une cellule vide. Et lorsque nous validons, vous constatez que seuls deux salariés correspondent aux critères, c'est-à-dire deux salariés pour lesquels en même temps le salaire est inférieur à 1600 € et l'ancienneté est supérieure à 15 ans. Nous obtenons bien des primes. Si nous voulons être puristes, effectivement, une prime va être calculée en nombre entier et non pas avec un nombre de décimales aussi important. Nous pourrions réduire l'affichage, mais nous réduirions l'affichage grâce au bouton réduire les décimales, juste pour l'affichage précisément. Ça veut dire que ces décimales seraient répliquées dans le calcul que nous ferions après. Nous voulons nous en séparer. Donc, nous allons reprendre ce calcul en faisant F2 sur la plage de cellules, et nous allons, en même temps que nous effectuons le calcul de la prime, l'arrondir, par exemple, à la valeur supérieure grâce à la fonction arrondi sup que nous avons déjà abordée dans une précédente formation. Nous souhaitons arrondir ce calcul h6 fois 0,15, point virgule, à combien de décimales? À 0. Nous n'en voulons pas. Et nous fermons la parenthèse de la fonction arrondi sup. Et vous voyez que là c'est quand même plus clair, plus présentable. Prime de 230 €, prime de 185 €. Avec le CTRL M au clavier, nous pouvons donc basculer en affichage monétaire ou encore en cliquant sur le bouton des formats monétaires. Pour calculer la prime ici, il s'agit d'ajouter le salaire à la prime calculée. Constatez que ici, comme nous avons inscrit une cellule vide, de guillemets, si nous utilisons une simple addition, le fait d'additionner une valeur numérique à une cellule vide qui est considérée comme du texte va conduire à une erreur. Alors qu'inversement, si nous utilisons une fonction automatique d'Excel, comme la somme automatique, vrai aussi pour la moyenne et les autres fonctions d'Excel, eh bien, ces fonctions automatiques sont capables d'ignorer les cellules qui ne correspondent pas à des valeurs numériques, la somme de ces deux valeurs, que nous validons par contrôle-entrée, et vous voyez que du coup, le salaire n'a pas bougé, mais comme les deux cellules sont bien considérées, nous pouvons le répliquer en tirant la poignée sur l'ensemble de la colonne, et forcément, ici, vous remarquez que les salaires des personnes qui correspondaient aux critères ont bien été incrémentés de la prime. Le fait de tirer la poignée
répercute certes le calcul, mais en même temps, la mise en forme, c'est pour ça que nous avons perdu la bordure ici, contrairement au contrôle entrée sur une plage présélectionnée qui ne répercute que le calcul. Donc, avec la balise active, nous demandons de recopier les valeurs sans la mise en forme, moyennant un petit format monétaire en étape intermédiaire, et nous avons bien récupéré ici la bordure. Voilà donc pour la différence entre deux dates avec cette fameuse fonction date_diff, je vous le rappelle, que nous avons même poussé dans ces retranchements de manière à obtenir la précision jusqu'au nombre d'années, plus le nombre de mois, plus le nombre de jours. La fonction date_diff, donc avec 3 arguments. Passons à la feuille suivante. Ici, il s'agit de gérer un planning. Nous avons des salariés d'une entreprise qui effectuent un certain nombre d'heures par jour sur une période définie, cette période étant découpée en plusieurs semaines. L'objectif est de calculer la somme des heures par salarié pour pouvoir calculer les heures supplémentaires et les payer. Alors, premier petit constat, si par exemple nous inscrivons des heures au format heure dans une cellule arbitraire et que nous faisons de même juste en dessous et que nous sommons ces deux valeurs, par exemple avec la fonction somme automatique qui nous propose bien de sommer ces deux valeurs, eh bien nous constatons qu'il n'y a pas de souci. Effectivement, Excel sait bien réaliser des opérations basiques sur des heures, comme en l'occurrence ici, la somme tout simplement des heures. Ce qui nous intéresse, nous, est de savoir s'il est capable de le répercuter dans tous les contextes. Nous allons nous rendre compte que ce n'est pas le cas. En l'occurrence ici, nous allons faire la somme de toutes ces heures pour les salariés et nous souhaitons mettre les résultats de chacune de ces sommes en colonne dans la ligne que nous sélectionnons volontairement juste en dessous. Le fait de cliquer sur somme automatique ou de faire alt égal livre tous les résultats. Vous constatez que la somme est bien correcte, Excel a bien fait la somme des heures du dessus dans chacune des colonnes. Donc jusque-là, pas de souci. Le problème intervient au niveau du résultat. Ici, nous avons un total des heures effectuées qui dépasse allègrement les 35 heures, puisque ce salarié a effectué plus de 7 heures de travail par jour, ou au minimum 7 heures, et nous obtenons en réalité un total de 13 heures. La raison est tout à fait simple, c'est que Excel, sur les heures qui sont des données qui sont tout à fait particulières, ce ne sont pas des données numériques, ce ne sont pas des données décimales, mais des données au format heure, eh bien considère le cadran horaire, l'horloge, qui va boucler sa journée sur les 24 heures. Ça veut dire que lorsqu'on dépasse les 24 heures, Excel repart de zéro. En l'occurrence ici, nous avons un total qui dépasse de 13 heures les 24 heures d'une journée. Et pour pallier ce souci, le résultat, le calcul étant le bon, nous devons simplement corriger le format de cellule. Donc nous sélectionnons l'ensemble de ces données. D'ailleurs, nous avions vu cette astuce dans l'un des supports de formation Excel. Et nous allons directement passer par un format personnalisé, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et vous voyez que dans le format en cours, le format actuel, celui qui est emprunté par Excel, c'est le format heure classique. HH pour la précision sur les heures, un H pour le 1, un H pour le 3, le 3 de 13, le 1 de 13, 2 points pour la séparation des heures et des minutes, et la précision de 2 chiffres pour les minutes, en l'occurrence 0, 0 ici. Pour indiquer à Excel qu'il doit prolonger son calcul au-delà des 24 heures sans tenir compte de cette boucle, nous devons changer le format sur les heures et indiquer le symbole H entre crochets comme ceci. Regardez l'exemple qui est donné juste au-dessus, a priori ça fonctionne. Juste pour une histoire de format, lorsque nous validons, nous obtenons bien la somme des heures effectuées par chacun des salariés à l'issue de la semaine, sans cette fois-ci reboucler sur les 24 heures d'une journée normale. Donc question de format, le H entre crochets. Du coup, il semblerait qu'il soit possible de faire ici le calcul des heures supplémentaires, c'est-à-dire le nombre d'heures au-dessus de 35 heures ou de 39 heures dans une autre entreprise, peu importe. Pour pouvoir faire ce calcul, faut-il encore le faire lorsqu'effectivement le salarié a dépassé ses 35 heures hebdomadaires. Donc, nous devons inclure ce calcul dans une fonction si qui va effectuer un test pour savoir si le total des heures du dessus est bien supérieur à 35. Mais 35 en valeur décimale. Or ici, nous sommes dans un format heure. Et pour pouvoir effectuer ce test, nous devons convertir ces données au format heure en version décimale. Nous le faisons de cette manière-là. Nous allons prendre un exemple sur par exemple 35 heures 10 égale, dans une cellule arbitraire, histoire de faire un petit test, cette cellule divisée par
l'unité horaire de base, entre guillemets, 1, 2.00. Comme ce sont des heures, nous devons les indiquer entre guillemets. Encore une fois, ce ne sont pas des valeurs numériques. Le résultat retourné est un résultat surprenant de prime abord. C'est une question de format, puisque Excel, pour l'instant, s'est inspiré du format de calcul de la somme des heures de travail, et donc a répercuté cette particularité sur le symbole H avec les crochets. Nous allons tout simplement lui demander d'afficher ce résultat en standard, puisque nous sommes censés avoir converti cette valeur en valeur décimale. Et effectivement, pour 35 heures et 10 minutes, nous obtenons un résultat décimal de 35,167 environ. C'est un résultat qui est tout à fait cohérent. 35 pour 35 heures, c'est-à-dire les unités qui restent bien entières. 10 minutes par rapport à une heure, 10 minutes, c'est 1/6 d'heure, puisque c'est 1/6 de 60 minutes. 1/6, c'est bien 0,167. Et donc, nous avons bien converti, grâce à cette subtilité, la division par entre guillemets de 1, 2.0 pour indiquer l'unité horaire d'une donnée au format heure, cette valeur au format décimal, ce qui nous permet donc désormais d'effectuer un test numérique sur l'ensemble de ces heures calculées pour savoir si le résultat final est bien supérieur à 35, afin de considérer oui ou non des heures supplémentaires. Ce que nous allons faire. Donc ici, nous allons sélectionner l'ensemble des cellules sur lesquelles nous souhaitons répliquer le calcul. Nous commençons le calcul comme si de rien n'était sur la première de ces cellules, et nous indiquons qu'il faut poser une condition, vérifier un critère pour savoir si nous calculons les heures supplémentaires ou non. Est-ce que cette cellule-là, donc nous allons doubler les parenthèses car il y a une division à faire, est-ce que cette cellule-là, divisée par l'unité horaire, donc entre guillemets 1, 2.00, comme nous l'avons fait précédemment, nous fermons la parenthèse, est bien supérieur à 35 en valeur décimale, puisque nous venons de convertir en décimale. À ce moment-là, eh bien, nous allons faire la différence des heures entre la somme des heures de travail de la semaine et les 35 heures hebdomadaires d'une entreprise, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'un format heure, 35 2.00. Dans le cas contraire, sinon, nous ne faisons aucun calcul d'heures supplémentaires forcément, guillemets, comme tout à l'heure, nous fermons la parenthèse de la fonction ci, nous validons et répercutons avec contrôle entrée. Et vous voyez que ainsi, grâce à ces deux subtilités, le format H entre crochets ici, pour sommer toutes les heures au-delà de la boucle des 24 heures, et ici, de pouvoir réaliser un test en convertissant au format décimal, nous obtenons bien à faire la différence entre les heures pour obtenir uniquement les heures supplémentaires effectuées par les salariés, but ultime à l'issue en effet, être capable de payer ces heures supplémentaires. Il n'est pas nécessaire de reproduire l'ensemble de ces calculs en les refaisant sur les autres lignes, il suffit tout simplement de les répercuter par copier-coller. Un copier-coller transporte en même temps les calculs, mais aussi le format. Ça veut dire qu'il va répliquer la subtilité du format avec le H entre crochets, et il va adapter les références des calculs, puisque vous voyez que par exemple ici, nous avons bien la somme des heures pour le salarié pour la deuxième semaine, que la somme de ces heures ne dépasse pas les 35 heures, et donc que ces heures supplémentaires ne sont pas calculées grâce à la fonction ci. En revanche, ici, nous dépassons de 2 heures et 55 minutes, nous obtenons bien le résultat, grâce à la fonction ci qui décèle que, converti en décimale, nous sommes supérieurs à 35, nous pouvons faire la différence entre les heures, puisque vous savez que par défaut, la somme ou la soustraction des heures fonctionne parfaitement, et nous obtenons bien le calcul répliqué sur l'ensemble du tableau. Donc voici des bonnes méthodes pour pouvoir faire la synthèse des heures travaillées par l'ensemble des salariés chaque semaine sur une période donnée, et de pouvoir calculer les heures supplémentaires pour chacun d'entre eux. Passons à la suite des subtilités des opérations que propose Excel sur les dates et les heures, ici avec des échéances de paiement, en l'occurrence des dates limites de paiement. Vous voyez que ce tableau propose différentes actions selon différentes règles qu'une entreprise va pouvoir émettre sur les dates d'échéance de paiement. Ici, nous avons les dates d'émission de facture, avec des dates précises tapées au format date. Les montants de facture, peu importe. Et voici des règles différentes. Par exemple, la première facture doit être payée au maximum dans les 15 jours. La deuxième facture doit être payée au pire le dernier jour du mois. Puis,
30 jours fin de mois supplémentaires, 40 jours ouvrés, etc., etc. Le tableau du milieu nous propose les résultats au format heure à atteindre. Et nous allons voir qu'il y a différentes fonctions et subtilités que nous propose Excel pour calculer ces dates d'échéance de paiement. La première est très simple. Nous l'avons déjà constaté à plusieurs reprises, la différence entre deux dates ou l'addition entre deux dates se fait par défaut dans Excel sur les jours. Eh bien, comme ici, la date limite de paiement consiste à ajouter 15 jours à la date d'émission de la facture, nous faisons une simple addition de la date de facturation plus les 15 jours, plus 15 unités, 15 jours. Lorsque nous validons, nous obtenons le 20-03-2014, ce que propose bien ici le tableau résultat. Ensuite, il s'agit de calculer une date limite de paiement à la fin du mois. La fin de quel mois? Du mois de la date d'émission de la facture, c'est-à-dire la fin du mois de mars. Le mois de mars est un mois qui va en 31. Nous devrions donc obtenir le 31-03-2014. Ça veut dire que dans d'autres cas, selon la date d'émission de la facture, nous pourrions obtenir le 30 ou voire même le 28 ou le 29 pour un mois de février, selon que l'année est bissextile ou non. Eh bien, Excel propose une fonction toute simple qui s'appelle fin mois, qui permet de tout simplement retourner le dernier jour du mois en fonction d'une date désignée en premier argument et en deuxième argument du nombre de mois qu'on souhaite ajouter à cette date. Comme il s'agit ici de la fin du mois de la date de facture, il n'y a aucun mois à ajouter, donc nous indiquons en deuxième argument 0. Et en valeur de retour, nous obtenons bien le 31-03-2014. Si la date de facture avait été le 10-04, nous aurions obtenu le 30-04 en réponse de la fonction fin mois. D'ailleurs, illustration, ici, la règle pour la date limite de paiement pour une facture émise le 12 mars est de 30 jours fin de mois. Ça veut dire tout simplement un mois supplémentaire fin de mois suivant. Donc, fonction fin mois, il suffit simplement d'adapter le deuxième argument, fin de mois suivant, à partir de cette date-là, le mois suivant, donc le deuxième argument, nous indiquons 1 pour ajouter un mois. Lorsque nous validons, nous obtenons bien non pas le 31, mais le 30 avril 2014, ce que propose d'ailleurs le tableau des résultats. En ce qui concerne cette règle tout à fait spécifique, qui consiste à accorder 40 jours ouvrés de délai de paiement au client par rapport à la date de facture, il existe des fonctions Excel tout à fait spécifiques, en l'occurrence ici série jours ouvrés, qui permet tout simplement de calculer une date finale en nombre de jours ouvrés qui doivent séparer la date d'émission et la date d'échéance. Donc, pour l'utiliser, nous tapons le nom de la fonction série.jour. Vous voyez qu'elle est proposée en infobulle, il suffit de la double-cliquer pour pouvoir l'utiliser. Elle demande quoi? Tout d'abord, fort logiquement, la date de départ, donc la date d'émission de la facture. Quel est le nombre de jours à ajouter? Le nombre de jours sous-entendu ouvrés. 40 jours ouvrés. Éventuellement, quels sont, pourquoi éventuellement? Ici, argument facultatif, puisque entrecoché, les jours fériés, forcément les jours fériés sont des jours vaqués, qui ne sont pas travaillés. Pour les indiquer, on ne va pas les énumérer les uns après les autres. Faudrait-il encore avoir prévu une plage de cellules dans laquelle on les aurait recensées, ce qui est le cas ici, ce que nous allons faire en les sélectionnant. De cette manière-là, Excel, par le biais de cette fonction série jours ouvrés, sera capable de les exclure du calcul pour augmenter la période puisqu'ils ne seront pas pris en compte. Résultat, lorsque nous validons, vous constatez que nous obtenons bien le même résultat. Et en fait, de 40 jours d'écart, en réalité 40 jours ouvrés, vous voyez que nous avons plus de 2 mois d'écart, ça veut dire plus de 60 jours. En effet, 40 jours ouvrés, si on exclut les jours vaqués et les jours fériés, forcément, on va repousser d'autant la date limite de paiement, donc la date d'échéance calculée en nombre de jours ouvrés. Nous pouvons même la calculer en nombre de jours ouvrables grâce à la fonction déclinée de série jours ouvrés qui va demander un paramètre supplémentaire. Elle s'utilise quasiment de la même fonction, sauf qu'il faut prendre la fonction série jours ouvrés INTL, et vous voyez qu'il y a un paramètre supplémentaire, nous allons l'expliquer. Au début, c'est toujours pareil,
la date de départ, le nombre de jours sous-entendu ouvrables que nous souhaitons ajouter, 40, et puis il faut indiquer, selon le commerce, selon l'activité, quels sont les jours considérés comme des week-ends. Par exemple, pour un commerçant, ça pourrait être le dimanche et le lundi, afin de ne pas les comptabiliser, de l'exclure de l'équation pour obtenir les 40 jours ouvrables à l'issue. Nous pourrions partir du cas où seul le dimanche, pour de nombreux commerçants, est vaqué, donc nous le choisirions comme ça, en l'indiquant dans la fonction en valeur numérique, c'est ce que propose Excel dans son aide et son infobulle, donc pour le dimanche 11. Et puis les jours fériés, même chose pour les exclure s'ils sont prévus, on va pouvoir sélectionner la plage de cellules en question, fermer la parenthèse de la fonction et valider pour obtenir le même résultat que propose le tableau des résultats et constater que la différence est moins importante pour une raison très simple, c'est qu'effectivement il y a moins de jours considérés comme des week-ends dans les jours ouvrables que les jours ouvrés. En l'occurrence, ici, il n'y avait que le dimanche. Donc, une différence qui est moins importante, mais qui reste plus importante que les 40 jours bruts. Ensuite, on revient sur des principes que nous avons déjà vus. 60 jours fin de mois, c'est tout simplement à la fin du mois, 2 mois après la date d'émission de la facture. Donc, nous allons réutiliser la fonction fin mois, mais en adaptant toujours le deuxième argument, c'est-à-dire fin mois à partir de la date d'émission de facture, mais en considérant 2 mois de délai de paiement, et donc le dernier jour du mois à l'issue, et nous obtenons bien le 31 mai 2014. Vous voyez comme il est simple de calculer ces dates d'échéance de paiement avec les fonctions appropriées d'Excel, car Excel connaît toutes les subtilités du calendrier, du planning, avec effectivement les mois en 30, les mois en 31, les années bissextiles et celles qui ne le sont pas. En ce qui concerne cette petite spécificité, 30 jours fin de mois, le 10. Ça veut dire qu'en gros, il faut considérer le dernier jour du mois suivant, mais le 10 du mois encore suivant. Donc, nous commençons par utiliser la fonction fin mois, qui va nous permettre de retourner le dernier jour du mois suivant en lui indiquant en premier élément la date à partir de laquelle on fait le calcul, en deuxième argument, eh bien, le fait qu'on ajoute un mois de délai, et surtout, on va ajouter 10 unités, puisque, vous le savez par défaut, les additions, les soustractions sur les dates se font sur les jours, donc plus 10 jours, dernier jour du mois, plus 10 jours, ça donne le 10 du mois suivant. Effectivement, lorsque nous validons, nous obtenons bien le 10-05-2014. Enfin, il s'agit de calculer une date limite de paiement 3 mois plus tard, tout simplement. Ça veut dire que par rapport à la date d'émission de la facture, le 12-04-2014, nous devons accorder un délai de 3 mois bruts pour obtenir donc le 12-07-2014. Ça revient, et ça nous permet de réviser ce que nous avons vu dans une feuille précédente, à ajouter 3 unités sur les mois de la date et non pas sur les jours. Donc, nous allons utiliser de nouveau la fonction date qui permet de décomposer chaque partie de la date sur l'année, le mois et le jour grâce aux fonctions année. Donc l'année de cette date-là, pour pouvoir la reconstruire, point virgule, les mois de cette date-là, auquel dans cette partie-là, donc nous n'oublions pas d'ajouter 3 unités pour dire plus 3 mois. Et enfin, nous précisons que nous récupérons les jours de cette date-là pour livrer le résultat incrémenté de 3 mois, 12-07-2014, car l'incrémentation s'est bien produit sur la partie des mois de la fonction date qui décompose en années, en mois et en jours. En ce qui concerne la partie droite du tableau, eh bien c'est très simple. Ici, nous allons passer assez rapidement. Il propose d'afficher l'année en nombre, donc nous utilisons la fonction année, ça nous permet de la revoir. Année d'une date, de la date d'échéance de paiement. Nous fermons la parenthèse, nous répercutons par contrôle entrée et nous arrivons bien à isoler l'année d'une date. Même chose en nombre pour le mois d'une date. Mois de quelle date? De celle-ci. Comme nous avons tout présélectionné, contrôle entrée permet de tout répliquer. 3 pour le mois de mars, 7 par exemple ici pour le mois de juillet. Pour les jours, idem. Fonction jour, on commence maintenant à bien les connaître. Jour de quoi? De cette date-là. Donc constatez par contre, comme nous l'avions remarqué précédemment, que les zéros en préfixe sont ignorés, annulés. Et puis, ici, il s'agit d'afficher le jour de la semaine correspondant à la date, c'est-à-dire concrètement le jeudi, le mercredi, le lundi, etc. Mais ici, en chiffres, et ici, en texte, il y a une fonction Excel pour les chiffres qui s'appelle joursum. Par contre, utilisée par défaut,
elle considère que le premier jour de la semaine est le dimanche. Donc ce que nous pourrions constater par exemple, nous indiquons tout d'abord quel est le numéro, la date à partir de laquelle on souhaite retourner le jour de la semaine en nombre, et ensuite il faut lui indiquer ici sur quel type de calendrier nous nous basons. Les Américains par exemple considèrent que le dimanche est le premier jour de la semaine, donc dimanche vaut 1 et samedi vaut 7. Chez nous, ce n'est pas le cas. Le lundi vaut 1 et le dimanche vaut 7, donc nous lui indiquons ici le paramètre 2. Nous fermons la parenthèse de notre fonction, nous répercutons le calcul et nous obtenons tous les jours de la semaine, et nous allons corroborer ce résultat de calcul grâce, souvenez-vous, à la fonction texte qui, elle, si nous précisons le format de sortie, permet d'afficher en toutes lettres le jour de semaine d'une date égale texte, texte. Premier argument, la date en question, ou la valeur numérique, point virgule. Le format de sortie, il s'agit de travailler sur les jours avec une précision jusqu'au texte, donc nous mettons 4J, nous validons par contrôle entrée, nous répercutons partout, et en effet, vous constatez que le jeudi est bien le 4e jour de la semaine, le lundi le 1er, donc nous arrivons bien à recouper les résultats renvoyés par la fonction jour-semaine. Et ici, nous souhaitons l'afficher, bien sûr, en toutes lettres, mais d'une autre façon pour recouper ce que nous avons démontré tout à l'heure, avec une histoire de format. Alors on va écrire une égalité de date pour obtenir par défaut la même date. Ici, pourquoi nous obtenons directement la précision sur les jours en texte? Parce que le format personnalisé avait été prédéfini. Ça veut dire que par défaut, nous sommes sur un résultat en date courte. Comme ceci, nous allons écarter la largeur de la colonne pour pouvoir apercevoir l'ensemble des dates, constater que l'égalité conduit bien à la même date que celle qui est fournie au départ, et qu'il s'agit de travailler le format comme nous l'avions fait précédemment, afin de ne conserver à l'affichage que la précision sur les jours en texte. Donc nous allons donc personnaliser, et dans la zone type, nous retravaillons tout simplement le format pour indiquer à Excel que nous ne conservons que l'affichage des mois avec une précision poussée au maximum, 4M pour le mois en texte, que nous validons en cliquant sur OK, comme ceci, et nous obtenons bien la correspondance. Sauf que, pardonnez-moi, ici, petite bévue, j'ai demandé la précision sur les mois, ce n'est pas les mois, hein, c'est bien compris, c'est sur les jours, mais ça nous permet de voir qu'on peut obtenir exactement ce qu'on veut par un format, donc on met 4J, et on obtient bien la correspondance cette fois-ci, donc des jours en texte, mais seulement par un format d'affichage. Cette fois-ci, ce n'est pas une extraction. Excel continue bien de considérer la date d'origine. Donc vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses en manipulant et les formats et les fonctions de calcul sur les dates et les heures dans Excel. Poursuivons avec la feuille suivante, qui est assez triviale, mais qui vaut le détour. Elle propose ici de calculer la différence entre deux dates, une date de paiement de facture et une date d'émission de facture, en nombre de jours ouvrés et en nombre de jours ouvrables, et on va bien constater que la différence est cinglante. Alors vous savez que par défaut, une addition ou une soustraction sur les dates se fait en nombre de jours, et on va en profiter. Dans cette colonne, nous allons écrire le calcul suivant, égale la date finale moins la date de départ. Et lorsque nous validons, nous obtenons bien la différence en nombre de jours entre ces deux dates, et tout semble tout à fait cohérent puisqu'il y a effectivement un peu plus de 2 mois entre ces deux dates, donc un peu plus de 69 jours. En ce qui concerne la différence en nombre de jours ouvrés, il y a tout simplement une fonction dédiée dans Excel qui permet de réaliser ce calcul. Elle s'appelle tout simplement NB jours ouvrés, et il suffit soit de l'écrire jusqu'au bout, soit de la sélectionner. Vous constatez qu'elle demande 3 arguments, dont un facultatif, comme tout à l'heure, pour exclure ou non les jours fériés afin de ne pas les comptabiliser. Elle demande, comme toujours, la date de départ, point virgule, la date d'arrivée, pour calculer la différence en nombre de jours ouvrés entre les deux, point virgule, éventuellement, si vous avez la référence de ces jours fériés, la plage de cellule des jours fériés à ne pas considérer sur l'ensemble de la colonne. Donc, il convient de la figer par F4 parce que on va répercuter ce calcul sur les lignes du dessous. Donc on va bien les chercher, les dates du dessous, mais cette plage de cellule L ne doit pas bouger, c'est toujours la même. Donc nous fermons la parenthèse et nous pouvons répercuter ce calcul grâce aux références absolues. Et vous constatez que la
différence en nombre de jours ouvrés est fort logiquement moins importante puisqu'il y a moins de jours ouvrés, de jours travaillés, que de jours bruts entre ces deux dates, ce qui est tout à fait logique. Et si on veut faire la différence entre un nombre de jours ouvrables, eh bien, nous allons utiliser la fonction déclinée, là encore une fois, nombre jours ouvrés, INTL, qui demande, comme tout à l'heure, pour la fonction série jours ouvrés INTL, un paramètre supplémentaire, c'est le paramètre sur les jours qui sont considérés comme des jours de week-end. Donc, nous lui indiquons comme toujours la date de départ, point virgule, la date d'arrivée, point virgule, nous devons lui indiquer le ou les jours considérés comme un week-end. Nous allons reprendre le même exemple, le dimanche uniquement, donc nous pouvons double-cliquer. C'est le paramètre 11 en valeur numérique qui s'affiche, c'est comme ça que marche cette fonction, point virgule, les jours fériés, toujours pareil, que nous figeons pour la même raison que précédemment, référence absolue, nous fermons la parenthèse et nous validons. Il y a effectivement plus de jours ouvrables que de jours ouvrés, puisqu'il n'y a qu'un jour considéré comme le week-end, c'est le dimanche, mais forcément moins que de nombre de jours bruts entre ces deux dates. Et nous avons bien réussi à calculer dans les trois cas la différence en nombre de jours normaux, ouvrés et ouvrables entre deux dates, une date d'émission et une date de paiement. Dernier point très intéressant, sur la dernière feuille, être capable de calculer la durée de travail des salariés d'une entreprise dans deux contextes différents. Le contexte des heures de jour, et des heures de nuit. Et vous allez voir que la subtilité, la différence est importante. Donc nous avons un premier salarié ici, pour lequel il y a toutes ces heures effectuées de début et de fin pour les matins et les après-midi qui sont recensées pour une semaine de travail. Donc pour calculer la durée de travail du matin, c'est très simple. Nous allons sélectionner l'ensemble de la colonne, pourquoi pas, et comme vous le savez, au même titre que pour les dates, la différence ou l'addition par défaut sur des heures se fait tout à fait naturellement par une soustraction, une addition, comme pour les dates, pour le nombre des jours qui les séparent. Donc nous allons faire la différence entre l'heure de fin et l'heure de début. Il nous suffit de valider l'ensemble. Nous pourrions éventuellement supprimer celle qui se trouve au milieu, car elle n'a pas lieu d'être, le mercredi n'étant pas travaillé pour cette personne. Et nous obtenons des résultats fort cohérents. La différence qu'il y a entre 8 heures pour la prise de travail et 12 heures pour l'arrêt est bien de 4 heures. Tout va bien. Nous allons donc faire de même ici, ou bien nous pourrions faire un copier-coller de manière à répercuter le calcul pour pouvoir faire la différence entre l'heure de fin pour l'après-midi et l'heure de départ. Nous validons par contre-entrée, éventuellement nous pourrions supprimer ces deux données. Bon, ce n'est pas nécessaire car dans d'autres cas cette personne pourrait travailler le mardi et le mercredi. Peu importe, nous obtenons bien des différences cohérentes entre 13h30 et 16h45, il y a bien 3h15. Nous obtenons bien un résultat en format heure, si bien que pour obtenir le total d'une journée pour cette personne, il suffit d'additionner la durée du matin à la durée de l'après-midi. Donc ici, les calculs se font tout à fait naturellement par une simple addition. Vous voyez que comme on ne dépasse pas la boucle des 24 heures de la journée, nous n'avons pas de souci de formatage et nous obtenons bien le total des heures, c'est-à-dire la durée de travail pour la personne sur l'ensemble des journées de la semaine. Il s'agit ici d'afficher le même résultat au format décimal, nous savons déjà le faire, souvenez-vous. Il s'agit de diviser le résultat du format heure obtenu précédemment par, entre guillemets, l'unité horaire, entre guillemets, car ce n'est pas une valeur décimale par défaut, et nous la convertissons en décimale en la divisant par, entre guillemets, par 1, 2.00, l'unité horaire. Et vous voyez que le résultat fourni est bien une valeur numérique exploitable pour d'autres calculs décimales. Effectivement, 2 heures et 30 minutes, c'est bien 2,5, c'est-à-dire 2 heures et la moitié d'une heure, une demi-heure. Donc nous obtenons tout à fait des résultats tout à fait cohérents. Il s'agit ensuite de sommer aussi bien ces heures que ces valeurs décimales. Donc nous sélectionnons l'ensemble des valeurs à sommer plus les cellules vides pour les résultats du calcul. Nous cliquons sur somme et nous obtenons la somme des heures en décimales et des heures au format heure, sachant que préalablement ici, nous avons bien calé le format sur un format personnalisé, c'est-à-dire le H entre crochets, pour que, en l'occurrence, Excel ne nous affiche pas 37-24, c'est-à-dire 13 heures, mais bien 37 heures, et qu'il ne réinitialise pas à l'issue des 24 heures. Pour les heures de nuit, donc, et pour finir, c'est un petit peu plus particulier, mais
À l'issue de ces exercices, nous aurons pratiquement tout vu sur la subtilité des calculs des heures et des dates dans Excel. Il s'agit de savoir le nombre d'heures travaillées par ce salarié de nuit, entre 22 heures par exemple et 5 heures du matin. Alors on pourrait être tenté effectivement de faire une soustraction entre l'heure de fin et l'heure de départ, sauf que le résultat conduirait à une valeur négative. Or, les valeurs négatives pour les heures ne sont pas possibles. Les heures, encore une fois, ne sont pas des valeurs décimales, des valeurs numériques classiques. Une heure négative n'existe pas. Donc vous voyez qu'ici nous obtenons un résultat incohérent que nous allons nous empresser d'annuler ou de supprimer. En fait, il s'agit d'une petite subtilité qui permet de calculer ces heures a priori négatives, ces heures de nuit. Tout simplement grâce à la fonction mode d'Excel qui par défaut est une fonction qui permet de calculer le reste d'une division. En l'occurrence ici, ce n'est pas une fonction qui va nous permettre de calculer le reste d'une division, mais qui va nous permettre de calculer le reste des heures après avoir enlevé les heures de nuit, c'est-à-dire sur la boucle des 24 heures. Donc, nous allons lui indiquer que nous souhaitons calculer le reste de ces heures par rapport à la soustraction entre l'heure de fin et l'heure de départ qui conduisait précédemment à une erreur de calcul parce que négative et que les heures négatives n'existaient pas, avec comme paramètre 1, c'est-à-dire que nous ramenons ça à l'unité, c'est-à-dire l'unité d'une journée de 24 heures pour obtenir cette fois-ci, regardez, un résultat tout à fait cohérent. Fallait-il encore connaître cette astuce, cette subtilité? En effet, entre 22 heures hier soir et 5 heures ce matin, il y a bien 7 heures de travail. La fonction mode qui permet ici de calculer le reste des heures de nuit sur une journée de 24 heures et non pas le reste d'une division. Donc, effectivement, si cette fonction-là n'est pas commentée dans une aide quelconque, l'astuce sera difficile à trouver. Et bien, pour terminer les calculs que propose ce tableau, il s'agit de convertir au format décimal. Nous savons très bien le faire. Il s'agit de diviser une donnée au format heure par l'unité horaire, entre guillemets 1, 2 points, 0, 0, et de valider par contrôle-entrée pour valider et répliquer à la fois. Effectivement, 7h30, c'est bien 7 heures et une demi-heure, c'est-à-dire 7,5. Puis il s'agirait ici de faire la somme de ces heures grâce à la fonction somme automatique en redéfinissant la plage de cellules à cause des cellules vides qui se sont interposées dans le tableau pour obtenir effectivement la somme des heures au format horaire et au format décimal. Voilà pour l'ensemble de ces subtilités d'opérations et de calcul sur les heures et les dates dans Excel. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ce serait très sympa de votre part. Et vous savez que vous pouvez retrouver l'ensemble des autres formations sur le site bombache.fr.